Donc aujourd'hui, nous faisons un pas de côté par rapport aux 15 conférences sur le capitalisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un cycle dans le cycle, et ce cycle dans le cycle, je l'ai appelé tectonique des puissances. Ce qui ne m'empêche pas de dire ce que je veux. Voilà. Bon, il y en aura 4 de conférences sous ce titre. En principe, 2 faites par Robert et 2 par moi. On ne s'est pas encore véritablement coordonné, mais on va le faire. Il y en a 2 en février, le 4 et le 11. Celle d'aujourd'hui, elle est consacrée à un bilan sur les relations internationales peut-être depuis que Trump est revenu, ou peut-être un peu plus, Robert va nous dire. Et la semaine prochaine, je vais faire un bilan de l'évolution du commerce international et du PIB mondial depuis 20 ans. Une comparaison à partir de données de la Banque mondiale, donc c'est voilà, c'est nickel, et comparer. L'idée, c'est de mettre en lumière la montée de la Chine. Les 2 autres conférences, elles auront lieu plus tard, le 1er et le 8 avril. On vous indiquera les sujets à ce moment-là. Entre les 2, c'est-à-dire en mars, les 4 mercredis de mars, eh bien, nous aurons traité successivement l'intelligence artificielle et la société, l'intelligence artificielle, comment ça marche, le travail productif et le travail improductif, et la finance. Et voilà. Robert, Monsieur Charlin. Ok, j'y vais. C'est bon? Voilà, pour commencer, je voudrais donner deux observations qui me paraissent importantes avant un descriptif de ce que j'appelle les relations internationales et les relations entre les puissances. La première notion, c'est celle de contradiction. Je crois que Marx avait beaucoup insisté sur cette notion qu'en fait, peu de marxistes utilisent. Ce qui m'a toujours paru un peu étonnant. Notamment dans une période comme la nôtre, les contradictions sont de toute nature et multiformes et extrêmement nombreuses. Au point qu'une confusion règne dans tous les esprits, y compris le nôtre, y compris le mien. Contradiction. Il n'y a aujourd'hui aucun système politique, et je vais essayer de dire quelque chose que ma compagne voulait m'interdire, aucun système politique qui soit chimiquement pur. C'est la formule chimiquement pure que j'aime bien et qui n'est pas appréciée. Chimiquement pur, c'est le système, c'est-à-dire sa logique, sa cohérence, la nature de son fonctionnement, et les gens qui les composent et les forces qui les composent. Il n'y en a plus aucun. La mondialisation a débouché sur une interaction de tous les systèmes avec une multiplication justement de contradictions qui paraissent pour une part insolubles dans la situation actuelle. Et je crois que ce sentiment d'insolubilité que ressentent beaucoup de citoyens dans tous les pays du monde est fondé. La situation est extrêmement compliquée. Elle l'était beaucoup moins à l'époque, par exemple, de la coexistence pacifique entre... Il y avait le bloc soviétique, le bloc occidental, ils ne s'appréciaient pas, et le rideau de fer arrangeait bien les choses au niveau de la simplicité de compréhension. La pénétration était une réalité avec les services de renseignement, les espionnages, tout ce qu'on veut, mais c'était quand même un peu la seconde zone de la vie publique. Les 2 systèmes étaient relativement autonomes, les uns des autres. Encore qu'avec le bolchevisme, ça avait commencé à s'intégrer réciproquement, à multiplier les contrats entre entreprises, les investissements, etc., et du même coup, une certaine confusion, notamment dans les bureaucraties au pouvoir. Parce que c'est dans les années 70, par exemple,
nombre de dirigeants occidentaux et communistes, ou prétendus tels, ont commencé à nouer des relations dangereuses. Dangereuses pour ce qui était jusque-là chimiquement pur, précisément. Dangereuses. Car on va retrouver, au moment des années 89-91, la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique, les mêmes individus qui ont sauté sur l'occasion de nouer des relations, cette fois-ci, rentables, excessivement rentables. Par exemple, les banquiers, qui étaient jusque-là communistes, officiellement, ont pu racheter, avec l'aide des capitaux occidentaux, des biens industriels et autres qui aujourd'hui leur permettent de faire fortune et de venir sur la Côte d'Azur. Moi, c'est une question d'ailleurs que je me pose depuis pas mal de temps quand j'ai vu, par exemple, le PCI s'autodissoudre, se suicider. Quand on connaît l'histoire des partis communistes de l'Europe de l'Est, faire de même, soit pour devenir social-démocrate officiellement, soit pour se fondre dans les autres formations politiques, ou pour simplement faire des affaires. Qui est communiste aujourd'hui? Qui est communiste depuis 89? J'avoue que j'ai du mal à répondre. Quels sont les critères qui permettent de dire qu'un individu aujourd'hui a un engagement communiste et travaille à la mise en œuvre de ce système politique parmi d'autres? Je ne suis pas sûr de trouver une réponse très claire à ce propos, notamment quand on observe les pratiques des uns et des autres. Donc je pense qu'il y a de pureté politique de part et d'autre. C'est vrai chez les fascistes, c'est vrai chez les capitalistes, c'est vrai chez les communistes, que dans des périodes de haute tension, décapantes, la guerre par exemple, la résistance, je crois, est composée fondamentalement de militants, qu'on veut dire chimiquement purs. Ça ne va pas durer. Dès la libération, il y a d'abord les ralliements opportunistes qui vont se produire, et puis ensuite la dégradation des comportements des uns ou des autres, sauf quelques exceptions. J'en ai connu quelques-uns et je leur tire mon chapeau, même s'ils ne sont plus là, surtout parce qu'ils ne sont plus là. Ça n'est pas agréable de tirer son chapeau. Mais aujourd'hui, quand on distingue des liquidateurs ou des héros, par exemple, ou presque, je ne suis pas sûr que n'importe qui est les deux à la fois, sont les deux à la fois. Je crois d'ailleurs que n'importe quel individu cumule le bien et le mal, il n'y a ni ange ni bête, on le dit depuis longtemps. Et je crois que c'est une réalité évidente. Même peut-être un individu extrêmement de grande qualité et en même temps un salaud. C'est notre condition humaine. Dans les pays capitalistes, comme la France par exemple, il y a déjà des réalités socialistes. La sécurité sociale. En premier lieu, certains disent, même comme Friot, je crois que c'est déjà un élément de communisme à l'intérieur d'une société qui le développe. Déjà là. Déjà là, c'est ça. Et dans les pays socialistes, ou prétendus tels, il y a du capitalisme. Par exemple, Nodrevski insiste beaucoup sur l'idée que la lutte des classes se développe, y compris dans les systèmes à dominante socialiste, qu'elle continue, même si parfois le Parti communiste au pouvoir ne s'en aperçoit pas et ne le comprend pas. Comme c'était le cas par exemple en Pologne, c'est ce qu'il dit, puisque Nodrevski est d'origine polonaise. Rappelons-nous qu'en RDA en 1953, en Hongrie en 1956, en Tchécoslovaquie en 1968 et en URSS dans les années 90, 89-90, il y avait un conflit, et pour savoir qui était communiste à l'époque, est-ce que c'était les opposants ou est-ce que c'était les gouvernants, les choses ne sont pas d'une clarté absolue. Je me souviens être allé en Pologne sous Jaruzelski, et puisque le parti polonais m'avait demandé de faire quelques topos à des jeunes cadres qui sentaient nécessaire d'ajuster aux réalités polonaises où ils étaient perdus. Je n'étais pas très compétent, mais il m'avait interrogé sur les modes de scrutin. La question qui m'était posée, c'est comment vous faites en France pour qu'il y ait des élections tout le temps et que jamais rien ne change? C'est une belle question. Il a dit, nous on est d'accord pour faire ça, mais comment vous faites? Comment vous réussissez ça? Ça fait des conceptions un peu
ils avaient tous une trentaine d'années, mais j'ai essayé de m'arranger avec les modes de scrutin, avec l'argent qui circulait, etc. La lutte des classes s'est poursuivie durant toute la construction du socialisme, avec des hauts et des bas, et on ne sait pas toujours qui était du bon côté de l'histoire. Et par exemple, dans la plupart des pays socialistes, le constat s'est fait depuis très clairement. Par exemple, la mentalité mercantile n'a pas disparu. Et dès qu'il y avait des difficultés économiques, elle réapparaissait avec la débrouillardise, dont parle Bruno Drewski aussi, et les petites combines qui se pratiquaient derrière les écrans du drapeau rouge. Et puis surtout, par exemple, dans le socialisme réel, comme on disait, l'État l'a emporté sur le parti. Au niveau des fonctions, de la fonctionnalité, l'État le plus traditionnel a fonctionné pour assurer la gestion du socialisme, et le parti s'est évanoui, si ce n'est comme exécutant de la politique étatique. Alors que les choses on aurait pu penser qu'il fallait les inverser, que pour une fois le parti devait diriger la société et l'État simplement l'administrer techniquement. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. Et pour approcher l'international, aujourd'hui, il me semble que la notion de contradiction est plus que jamais capitale. Dans chaque pays, je crois, dans le monde aujourd'hui, il peut y avoir, enfin dans les pays qui sont les plus mis en scène aujourd'hui, il peut y avoir des régimes insupportables dans l'ordre intérieur, mais jouant un rôle progressiste à l'extérieur. On parle beaucoup de l'Iran en ce moment, ça me paraît exactement le cas. L'Iran, au niveau extérieur, évite l'impérialisme israélien sur toute la région, et l'impérialisme américain du même coup. Et à l'intérieur, il est exécrable, parce qu'il y a un dogmatisme religieux écrasant qui s'est largement atténué pour les classes moyennes dans la pratique. Parce que les classes moyennes, on ne les voit pas beaucoup dans les rues de Téhéran de manière maltraitée. Ils se débrouillent à l'occidental. Israël de même est une démocratie pour les Juifs, une démocratie de l'entre-soi, mais c'est un régime fasciste pour les Palestiniens. Et donc il y a les deux, les éléments dans ces sociétés que je vois précisément être le contraire du chimiquement pur. Ni l'État juif est un État qui respecte les principes qu'il s'était donnés à son départ, ni l'Iran est en mesure de résister à la pénétration occidentale. La Corée du Nord de même, elle est totalitaire à l'intérieur, au sens étymologique, selon des principes qui sont propres à ce pays, à cette subculture, mais il joue un point d'appui progressiste contre le Japon, contre la présence américaine dans cette région du monde. Et dans la mesure où les États-Unis sont de plus en plus fous, c'est pas négligeable. Ça, c'est une première observation qui me paraît très importante, et ça devrait déboucher sur des conduites politiques tout à fait différentes, au lieu de porter des jugements de valeur, y compris dans l'humanité, par exemple, permanente, toujours au nom de la démocratie des droits d'homme, exactement comme les Occidentaux pendant des décennies. On pourrait simplement insister sur la nécessité du maintien de la paix, et d'éviter la guerre et les conflits, sans se mouiller trop sur les jugements de valeur à porter, parce que précisément le temps se met le doigt dans l'œil systématiquement. Mais c'est comme ça, et si on lit l'humanité, c'est un problème. Et moi, quand je lis les analyses faites sur la situation intérieure des pays, car tous les pays du monde violent les droits de l'homme. Tous les pays du monde violent le droit en général, interne et international, tous, à des degrés divers, simplement. Que ce soit la Russie en Ukraine, que ce soit les États-Unis au Venezuela, que ce soit Israël vis-à-vis de tous les pays voisins, etc., etc. Deuxième observation qui me paraît fondamentale pour étudier les relations internationales, c'est que le capitalisme est une réalité vivante, dynamique, qui se renouvelle périodiquement. Ce que n'a pas réussi d'ailleurs à faire aussi facilement les pays qui se classaient comme socialistes. Sauf quand ça se dégrade, comme le Nicaragua, ou
trop de quoi il s'agit. Même si Ortega n'a pas changé, n'a pas perdu le pouvoir, d'une certaine manière, il a perdu le socialisme là-bas. Le capitalisme, répond en permanence en s'adaptant aux besoins des marchands et des spéculateurs. Et donc il bouge, parce qu'on ne spécule plus aujourd'hui comme en 1900, et on ne vend plus, on n'achète plus, et on n'investit plus comme on le faisait il y a un siècle et demi. Il a beaucoup changé, et il change tout le temps. Et je ne suis pas sûr qu'en face, on change avec la même efficacité, pour s'adapter précisément au combat. Quelques exemples, quelques étapes. En 1943-1947, pendant la guerre jusqu'à 1947 à peu près, l'Union soviétique et les États-Unis s'associent en adoptant la Charte des Nations Unies, qui pour la première fois dans l'histoire pose le principe de l'interdiction du recours à la force armée et à l'agression. C'est une innovation extraordinaire, car jusque-là, y compris avec la Société des Nations en 1918-19, on passait des compromis, on énumérait plutôt les cas où on n'avait pas le droit de faire la guerre, et on énumérait les cas où on avait le droit de la faire. La théorie de la guerre juste, qui vient du Moyen-Âge, et de l'Église catholique notamment, était toujours en vigueur. Mais 1943-1947, c'est une phase exceptionnelle dans l'histoire, et qui a constitué un capital juridique, je trouve, que j'appelle le plus précieux, qui est la Charte des Nations Unies. Et ce qui en découle, Déclaration des droits de l'homme, etc. C'est un capital précieux. Et quand je vois là aussi un débat chez des juristes progressistes, de tradition progressiste depuis longtemps, j'en connais quelques-uns, y compris dans un article récent de Chemnier Gendreau, que je connais bien et qui défend au contraire une sorte de souveraineté européenne, comme le fait Macron d'ailleurs. Ça m'inquiète particulièrement parce que la souveraineté, ce n'est pas un mot en l'air, c'est l'indépendance de chaque nation. Et la nation est encore une réalité historique, et du même coup, elle est le seul cadre où des mutations progressistes peuvent se dérouler. Donc, condamner la souveraineté nationale, c'est condamner la souveraineté populaire, c'est-à-dire le choix libre et démocratique pour adopter tel ou tel régime de son choix. 1947, c'est la guerre contre le communisme qui se déclenche avec une grande violence depuis les États-Unis et l'Europe contre l'URSS. Et dans ces conditions, on comprend peut-être les perversions qui vont se développer en Union soviétique. L'URSS est isolée. Elle a, si ce n'est son bandeau de protection que sont les démocraties populaires, ils sont plus utilisés et que susceptibles de monter des socialismes spécifiques. Et donc l'Union soviétique veille à ce qu'il y ait une standardisation du système qui est le plus protecteur pour lui, pour elle. Et c'est l'État, logiquement, qui l'emporte dans la gestion du pays, y compris du socialisme, ce qui n'est pas très commode, c'est pas très conciliable, au détriment du parti, qui renonce plus ou moins à la lutte idéologique ou qui en fait une dogmatique assez sommaire. Et quand on lit les œuvres théoriques de cette époque, par exemple l'époque de Brejnev, on n'est pas enthousiaste. Il n'y a pas beaucoup d'innovation par rapport aux classiques qui avaient précédé. Et si le léninisme était sans doute pendant ces premières années un système soviétique, un système chimiquement pur, il ne l'est plus depuis longtemps, après la fin du léninisme. Même chose, on verra pour le castrisme, qui a été très pur. Je suis gêné de le dire, mais je répète, chimiquement pur. Dans les quelques premières années, il s'est dégradé largement, et on en parlera dans la situation actuelle, pour des raisons multiples. Fondamentalement en raison du blocus qu'il subit. Mais le résultat est là. Par exemple, le retour de la prostitution aujourd'hui, avec le développement du tourisme, qui est nécessaire pour obtenir des devises, parce qu'on n'en a plus, mais qui pourrit aussi la société. Parce que tous les pays touristiques sont particulièrement pourris, y compris la Côte d'Azur, de Menton à Marseille. C'est bien connu. Et la région parisienne, évidemment, puisque l'élite se trouve là-bas. 89-91, nouvelle étape. Nouvelle étape, c'est la chute de l'URSS et les États-Unis deviennent la seule puissance qui se sent libérée de toute contrainte, qui
n'a plus besoin de se battre contre l'Union soviétique, contre le communisme, ici l'a fait tourner, qu'il n'y a plus de guerre entre États possible, c'est simplement une guerre de civilisation contre l'islam, contre la Chine, qui est encore lointaine et qui est encore faible, et dès les années 90, c'est des agressions militaires qui se succèdent en toute liberté, on viole le droit international sans contester, l'Irak 93, où les États-Unis passent outre les positions du Conseil de sécurité de l'ONU, et où l'armée américaine liquide l'armée irakienne dans tous les droits, y compris le droit humanitaire est violé. Vous savez peut-être comment ces colonnes de soldats irakiens qui se repliaient vers Bagdad, puisqu'ils étaient vaincus et qu'ils se repliaient, ont été massacrés sur le long de la route, complètement inutilement, uniquement pour désarmer complètement le pays irakien. Même chose en Afghanistan, même chose en Libye, etc. etc. En vous signalant d'ailleurs, j'ai appris ça ce matin, que le fils de Kadhafi vient d'être assassiné, ce qui clôt maintenant l'histoire évidemment du socialisme vert qu'il avait tenté de monter. Et surtout, à partir de 89, 90, 91, avec la chute de l'Union soviétique, qui malgré son faible intérêt pour la révolution, assurait quand même une certaine protection des mouvements de libération nationale et l'indépendance des États du Sud. Ce qui va se développer, c'est des actions intra-étatiques de la part des États-Unis et du monde occidental. Plus besoin de déclencher des guerres comme en Irak. L'action intra-étatique doit suffire, étant donné l'affaiblissement des possibilités de contre-offensive et de défense des pays socialistes établis. L'action intra-étatique, ça veut dire on envoie de l'argent, on envoie du matériel, on envoie des services de renseignement, des services spéciaux, on aide au maximum à l'intérieur du pays, y compris à l'intérieur du Parti communiste, des partis communistes, des partis révolutionnaires, des forces qui permettent à des oppositions de l'emporter. C'était le cas notamment à Maïdan, en Ukraine. Il n'y a pas besoin de se dissimuler ça, c'est pas parce que c'est toujours en vigueur et que l'Union soviétique a attaqué ce pays que ça n'a pas été le cas en 2014. Action intra-étatique un peu partout. Ça se voit beaucoup moins, c'est beaucoup plus discret. Ça ne fait pas de scandale, ça ne provoque pas de solidarité particulière. On n'est pas sûr de la réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et c'est une énorme transformation des types d'opérations dans le monde aujourd'hui. Action intra-étatique. Et vous savez, par exemple, on dit que la Mossad est le meilleur des services de renseignement dans le monde. C'est probable étant donné ses problèmes et ses difficultés. Mais je crois que ça joue un très grand rôle. Par exemple, en Iran aujourd'hui, qui est pro-gouvernemental, qui ne l'est pas, ça doit être une confusion majeure. Comment expliquer cette évolution? Et ça, c'est aussi très important. Et c'est peut-être une troisième période qui s'est ouverte, à partir des années 2000. La situation de pouvoir unilatéral des États-Unis et de l'Occident a disparu très vite. Il y avait une illusion, c'est que c'en était fini des oppositions dans le monde et que tout allait bien se passer au bénéfice du capitalisme aménagé. Mais à partir des années 2000, le constat n'est pas le même. La Russie veut renaître, c'est son droit et c'est sa logique, elle veut redevenir une puissance telle qu'elle l'était, mais avec des formes, en utilisant aussi des méthodes capitalistes et en ayant un régime qui a renoncé pour une part au socialisme. La Chine est en pleine croissance. Et au rythme où se développe la Chine, s'il n'y a pas de crise interne, la transition peut devenir rapide. Je rappelle que les Chinois, le PC chinois annonce qu'une étape sera franchie en 2049, date du 100e anniversaire de la Révolution chinoise. C'est un pari qui peut être tenu s'il ne se passe rien à l'intérieur des relations en Chine avec les minorités, etc. Et ce n'est pas un hasard si les Occidentaux parlent souvent des Ouïghours, parlent des minorités autour de la Chine, à l'intérieur de la Chine, parce que c'est une espérance d'implosion, comme il se passe en Inde actuellement avec la minorité musulmane, au Pakistan et ailleurs. Et il y a donc une espérance, si le PC chinois lâche les rênes. Du même coup, on comprend
aussi pourquoi la Chine serre les rangs, malgré son développement très fort. Vous savez que les observateurs disent que c'est dommage, le capitalisme chinois n'est pas allé jusqu'à la démocratie libérale, mais avec la démocratie libérale, il peut se faire tout ce qui s'est passé dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple, c'est-à-dire ces conflits intra-étatiques financés par les États-Unis à l'intérieur du monde chinois. La chance de la Chine, si on est favorable à son régime, c'est que les minorités sont très minoritaires par rapport au Han, qui est l'ethnie très largement dominante et très largement majoritaire, et qui impose son autorité de manière parfois néocoloniale, comme au Tibet ou comme ailleurs. Mais c'est comme ça. L'organisation de Shanghai, la route de la soie sont des opérations très inédites, si elles réussissent, parce qu'il s'agit d'une articulation entre la souveraineté de chaque État membre de ces organisations et de la coopération. Jusqu'à présent, la coopération en Occident, je donne toute la parole, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de coopération sans imposition d'un modèle politique. C'est ce que fait la France dans toute l'Afrique. C'est ce que font les États-Unis en Amérique latine. Là, les Chinois tentent un coup particulier. Vous êtes indépendant, mais on n'a rien à faire. On ne s'occupe pas de vous. On ne vous donne aucune leçon, mais on coopère. Et donc on fait la paix. Et si ça réussit, c'est une opération qui rassemblera beaucoup de monde. Parce que tout le pays du Sud en ont marre de toutes les hégémonies qu'ils ont subies depuis des siècles. Juste une précision, j'ai reçu pour l'anniversaire de mon fils qui a travaillé en Chine, c'était le 3 janvier, un avocat qui est français, d'origine niçoise, qui travaille à Canton dans un groupe de juristes internationaux. Ils sont très 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 nombreux, il n'a pas pu me dire le chiffre, qui étudient toute la réglementation, toute l'administration, toutes les institutions pour acheter les entreprises hors Chine. Et ils sont bien structurés. Et je peux vous dire, il est très bien payé. Alors donc, pour ma part, je crois que je suis trumpiste. Parce que si j'étais réactionnaire, je crois que Trump ne se trompe pas. Quel que soit l'aspect folklorique et dangereux pour la paix. Trumpiste parce que c'est le fascisme à l'américaine, comme il y a des fascismes spécifiques dans chaque pays du monde, successivement ou simultanément. Et l'idée que le droit, il faut le balayer, toutes les ressources possibles, on les récupère pour nous, y compris contre les Européens, il n'y a plus d'alliés, il n'y a que des clients. Tout ça, c'est dans la course, dans la compétition qui est en cause entre la Chine notamment et ses alliés et les États-Unis, il faut maintenant faire vite, prendre des positions, les occuper, les garder. Et je pense que si on regarde bien d'ailleurs, Trump ne fait pas beaucoup plus que les Bush ou même que Obama. Il prolonge la politique américaine, mais avec un coefficient de spectacle et de violence multiplié par 100 ou 1000. Et le fascisme à l'échelle mondiale, maintenant, a trouvé son maître, son guide, sa légitimité, avec les États-Unis, qui bénéficient d'un capital de prestige qui existe encore, avec les démocrates. Regardez, j'écoute, j'ai la pathologie d'écouter France Culture tous les matins, et il y a un culte des États-Unis et du monde anglo-saxon sur cette chaîne systématique. Mais maintenant, uniquement les démocrates. Les républicains, c'est pas des bons Américains. Je crois qu'ils sont des Américains dans la tradition, tout autant que les démocrates. Mais la démocratie sauve la mise pour les Occidentaux, qui ont quand même besoin de la protection des États-Unis par rapport à ses adversaires patentés, Russie, Chine et Sud. Et donc le racisme, il le dénonce, on le dénonce tous les jours aux États-Unis maintenant, comme si c'était une découverte. Les discriminations raciales aux États-Unis ont été stoppées il y a très peu d'années. C'était la tradition avec l'esclavagistes de l'origine des États-Unis.
On découvre subitement qu'il y a du racisme aux États-Unis, avec des campagnes anti-migrants. C'est une banalité aux États-Unis. Et la moitié des Américains sont pour. Au moins la moitié. Qu'ils piquent le Venezuela, qu'ils soutiennent Israël, quoi qu'elle fasse, qu'ils veulent le Groenland. Ça paraît folklorique, mais c'est une logique de combat contre l'adversaire qui s'impose petit à petit à l'horizon. Et contre Cuba, c'est le moment d'en parler, je crois, les États-Unis vont jouer comme avec l'Iran, en combinant menaces militaires et influence intérieure. Or, c'est ce qui se passe, et le parti cubain est en train de réformer le système pour survivre, mais en réformant ce système pour survivre, il change de système, de régime. Le tourisme privé, avec des tables d'hôtes et des chambres d'hôtes, par exemple, avec donc un contact direct entre les touristes américains, les exilés de Miami et les touristes du monde entier, avec tout ce que ça peut entraîner comme conséquence. Liberté d'investissement, étranger, exactement comme en Pologne, si vous venez, c'est ce qui s'est passé. Atténuation du combat idéologique que menait Castro et que menait Guevara, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a un aménagement en raison de l'étranglement que subit Cuba depuis des décennies, aménagement progressif, sous menace, sous contrainte, mais assurant la survie de la direction politique, qui change néanmoins de politique. Et ça peut se passer très tranquillement, dans la discrétion. Je ne sais pas si on va être solidaire de Cuba jusqu'à la fin des temps, mais on est solidaire de Cuba. Je ne sais pas exactement pourquoi plus Cuba que d'autres, mais parce que Cuba a encore chez nous une mythologie très profonde qui date d'une autre époque. La misère qui se développe, la pauvreté, les nouvelles entreprises privées qu'on peut créer, etc., changent complètement le système. Et reprocher à Cuba cette évolution, c'est complètement inéquitable. Si on avait réussi à mener avec une internationale le sauvetage du système, il n'en serait pas là. On en a été incapable. Et l'URSS en a été incapable. Je vous signale que si le Che Guevara a quitté Cuba pour entrer dans ce petit maquis de Bolivie, où le PC bolivien était pro-soviétique et hostile aux guérillas, donc il n'avait aucune chance de s'en sortir, très peu de chance. On peut imaginer, c'est la thèse que je défends, si on relit son discours d'Alger où il critiquait l'Union soviétique, sans vouloir embêter son pays ni Castro, c'était choisir aussi un suicide politique. Je crois qu'il préférait s'auto-détruire plutôt que de renoncer et devenir un bureaucrate comme un autre. Il était ministre de l'Industrie, il pouvait très bien s'en sortir, comme s'en sont sortis beaucoup de ministres des pays d'Europe de l'Est. Et voilà la différence entre le chimiquement pur et puis ceux qui continuent à gérer un autre Cuba que celui qui avait été né pour faire autre chose. Et au plan du droit, curieusement, depuis quelques semaines, on me demande de parler du droit, ici ou là. Je multiplie les papiers en ce moment et les vidéos à propos de différentes années. Comme jamais on me l'a demandé pendant 50 ans. Jamais. Le droit, tout le monde s'en foutait, complètement. Particulièrement le droit international. Tout le monde s'en foutait. J'en sais quelque chose, puisque ce que je pouvais faire, travailler, c'était de manière académique, universitaire, mais pas du tout comme un politique. Jamais, jamais, jamais. Il n'y avait rien à foutre, y compris de l'Association internationale des juristes démocrates, qui était pourtant née à la Libération, qui rassemblait des juristes progressistes et communistes. Dont Monique Roland-Veil, que l'on connaît, c'est presque les seuls juristes que l'on connaisse dans le parti. Il y en a eu quand même pas mal d'autres. Ce qui est bouleversant, c'est que précisément, le droit ne compte plus, puisque les États-Unis l'ont décidé. Et puisqu'ils le violent ouvertement, sans hypocrisie, cela, à la différence des précédents, il n'y a plus besoin de l'ONU. Et d'ores et déjà, le conseil d'administration pour la paix, qu'il a créé très récemment, est déjà plus riche que l'ONU. L'ONU a un budget annuel
budget 2004, c'est le dernier recensé, de 4 milliards de dollars. Et le conseil d'administration, parce que c'est le nom Board Peace, c'est le nom exact, conseil d'administration pour la paix, conseil d'administration c'est significatif d'ailleurs, c'est comme pour les sociétés. Et Trump ne se trompe pas. Chaque adhérent devant donner 1 milliard, ce comité a 20 milliards déjà de budget, c'est-à-dire bon, pas mal de plus que l'ONU déjà, ce qui est quand même un exploit. Et ce comité peut très bien jouer un rôle beaucoup plus important que l'ONU, puisque l'ONU a dépourvu de moyens. Et quand on reproche à l'ONU son impuissance, c'est l'impuissance délibérée des grandes puissances, dont la France. France, la Chine, Russie, les États-Unis, qui sont les membres permanents qui décident de tout, pour l'essentiel au Conseil de sécurité. Et dénoncer l'impuissance, c'est vraiment le comble. On reproche à l'ONU d'être faible, alors qu'on est soi-même responsable de cette faiblesse. Et si les trumpistes et les tendances aujourd'hui sont contre le droit, c'est parce que ce droit est désormais inadapté au capitalisme libertarien qui se développe. Le libertarisme, c'est quoi? C'est le renoncement au rôle dominant de l'État. C'est l'essentiel, ce sont les grandes firmes privées, ce sont les pouvoirs privés. Ils doivent être libérés de toute contrainte pour faire de bonnes affaires et pour développer vraiment, clairement, efficacement le capitalisme aujourd'hui. Et c'est le nouvel enjeu, libertarisme capitaliste et socialisme chinois. Et si aucun des deux vous plaît, il faut aller se coucher, parce que de toute façon, je crois qu'il n'y a rien d'autre pour l'époque historique que nous traversons. Je crois que... Et je suis gêné, moi, par l'idée un petit peu que les relations internationales, ce soit une sorte de salon aux longues causes, notamment dans la presse et dans les médias. Ah ben dis donc, il ne respecte pas bien les droits de l'homme, ah ben il ne respecte pas les traités, comme si c'était ça qui était à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, il y a le conflit entre deux mondes, des civilisations très radicalement différentes, et le capitalisme, et une forme de socialisme, qui, je l'espère, ne sera pas le nôtre, mais qui est en même temps un système pour lequel l'alliance me paraît vitale. C'est ça ou rien, me semble-t-il, pour la période historique la nôtre. Peut-être on va voir apparaître un Pakistan socialiste, une Inde socialiste, pour le moment c'est pas le chemin, un Brésil socialiste, etc. Peut-être, qui changeront les choses, mais dans l'état des choses actuelles, faire la fine bouche, disons, sur la situation actuelle, c'est comme si les communistes pendant la guerre avaient dit « Ah non, pas avec les gaullistes ». Ou si les gaullistes avaient dit « Non, pas avec les communistes ». On parlerait peut-être encore allemand aujourd'hui. Ils ont chacun rentré des revolvers contre leurs adversaires pour devenir des alliés, parce qu'ils n'avaient pas le choix, à moins d'être nazis et d'accepter le nazisme, ce que d'ailleurs certains ont accepté bien volontiers, notamment dans la région. Vous savez que Maréchal Pétain disait que Nice était la capitale de la Révolution nationale. Et qu'on a des héros dans la Légion qui sont nés à Nice et qui étaient transporteurs routiers dans le centre-ville. Donc nous sommes aujourd'hui avec un abandon du droit, mais avec un remplacement, parce qu'il n'y a pas de société humaine sans mode de régulation. Et donc, les juristes travaillent en ce moment sur ce qu'ils appellent le droit global, inspiré par les États-Unis, par les juristes américains, si ce n'est que ce n'est pas du droit, mais c'est fabriquer des normes, un système normatif régissant les rapports privés, entre les pouvoirs privés. Type de contrat, règles de comptabilité, instance d'arbitrage. Instance d'arbitrage, modèle d'investissement, etc. Mais strictement décidé par les firmes elles-mêmes, sans contrainte publique. Et donc il n'est plus question de droit social, de droit du travail, tout ça c'est à liquider dans l'intérieur comme dans l'international. Et c'est parfaitement cohérent et logique. L'Occident, les États-Unis, Trump, tentent avec les fascistes aujourd'hui, qui ne sont pas les fascistes d'hier, qui acceptent très clairement le libéralisme, avec donc, ce droit global, et
donner tout le pouvoir la formule, c'est pas tout le pouvoir aux soviets, c'est tout le pouvoir aux firmes privées. Il y a du droit là-dedans, ce qui peut être utilisable, mais qui est très complémentaire, très secondaire, et qui confie à l'État, par exemple, essentiellement les charges régaliennes, la police, l'armée et les secours en capitaux. Si ils ont besoin d'argent, l'État peut payer. Si on a besoin d'une armée, l'État peut les former. Si on veut des policiers, c'est l'État qui s'en occupe. Mais c'est tout. Le reste, c'est pour le privé. Plein pouvoir privé. Et voilà ce que j'aimerais bien comme titre, moi dans l'UMA par exemple, au lieu de plein pouvoir aux soviets, puisque pour le moment c'est pas de l'ordre du jour, c'est plein pouvoir au pouvoir privé, tout le pouvoir au pouvoir privé, parce que c'est ça sur lequel il va falloir s'affronter. Le monde des affaires devient indépendant de toute légalité, de toute législation, et s'organise en toute liberté. Et ça peut donner un certain nombre de résultats d'efficacité. D'ailleurs, il parle beaucoup d'efficacité. Si vous écoutez BFM Business, c'est un festival. Le mot business revient toutes les 5 minutes. Ceux qui comptent, ils s'en foutent totalement des problèmes politiques. Complètement, que ce soit la droite, la gauche. N'importe quel parti communiste peut prendre le pouvoir aujourd'hui s'il n'est pas communiste. S'il a simplement son drapeau, tout le monde s'en fout. Et je pense d'ailleurs que les partis qui veulent survivre jouent un peu partiellement ce jeu pour survivre. Si ce n'est aussi que la guerre réapparaît et la violence se développe, puisque l'État n'est plus en mesure de le maîtriser et puisque le droit est plus faible que jamais. Ça a commencé même en Europe avec la Yougoslavie, on a déjà oublié, comme si l'Europe connaissait que par la guerre jusqu'à la guerre d'Ukraine. La Yougoslavie, c'était le premier pas. Et dans le Figaro, de je ne sais plus quelle date, il y a peu de temps, j'adore lire le Figaro, ça me donne le moral. Je sais pourquoi j'apprécie pas. Parfois, quand je lis des journaux à nous trop proches de ce que je pense, je suis un peu déçu. Quand je lis le Figaro, je suis jamais. Donc là, je suis content, ça me donne des forces pour relire ensuite les journaux progressistes. Sinon, je risquerais de me désabonner de temps en temps. Dans le Figaro, il était indiqué que la Russie protestait contre l'OTAN, contre les frontières de l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils inversaient le rôle. Il y a les frontières de l'OTAN qui vont jusqu'à la frontière russe, et c'est logique, et on ne se comprend pas pourquoi les Russes ne sont pas d'accord avec cette frontière de l'OTAN. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont inversé complètement la situation. Si l'OTAN n'aime pas l'Ukraine, c'est d'abord parce que si la Russie n'aime pas l'Ukraine, c'est parce qu'elle permet à l'OTAN d'arriver à ses limites. C'est ça la grande question. C'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Et là, on inverse les choses dans le vocabulaire du Figaro. Bon, vous imaginez, les Russes ne sont pas contents, ils ont des bases à la frontière de l'OTAN. C'est quand même tout à fait étonnant. En Afrique, il y a des guerres qui se multiplient, qui annihilent tout le monde. Il s'agit du Soudan, du Yémen, du Congo, de l'Éthiopie, etc. Tout le monde s'en fout. Ce n'est pas la guerre et la violence qui est condamnée, c'est certaines guerres, celles que l'Occident a choisi de mener directement et frontalement. En Asie, on se fiche aussi complètement de la situation. Par exemple, en Birmanie, il y a un régime qui rend la vie impossible aux musulmans, à la minorité musulmane. Mais la Birmanie, on la critique un petit peu, c'est loin, on s'en fout un peu, mais on la critique un petit peu parce que c'est les amis des Chinois. Rangoon est l'ami de Pékin. Par contre, on ne dit jamais rien sur l'Inde, qui fait exactement la même chose contre sa minorité musulmane, parce que l'Inde, c'est le contre-feu de la Chine. C'est-à-dire qu'on se fout de nous, comme c'est toujours le cas depuis très longtemps dans l'histoire. Les médias sont champions en la matière. Et donc, il y a des risques de troisième guerre mondiale, qui peut partir comme ça d'un acte délibéré de certains, ou pas délibéré. Et ça, c'est un enjeu décisif. Est-ce qu'on n'a jamais eu dans l'histoire un empire qui a renoncé à son hégémonie? Je ne suis pas sûr que ça existe. Il faut chercher dans l'histoire. Si un jour... J'avais un Comment? empire britannique qui a renoncé parce que les sujets de l'empire qui a renoncé à son empire colonial. Oui.
puissance. Fortement incité par les USA. Voilà. Dans les années Partiellement, 40, partiellement, après la Deuxième oui, Guerre. mais Après ils la- ont renoncé, c'était pas contraint comme les Oui, Français. oui, Ou ils l'ont fait de manière plus l'Union intelligente. soviétique, ou... Et ça a coûté moins cher, c'est bien, c'est vrai. non, c'était rien à voir. C'était parce que le Non, mais le gouvernement britannique Oui, oui. voulait Mais le résultat donner objectif de a été. l'indépendance à l'Inde et tous les autres. Hein. Ils n'étaient pas contraints de le faire. Oui, oui. C'était Mais le dans résultat, les années 30, ils avaient fait ça, le programme. et le résultat objectif a été positif. Ça a coûté moins cher. Peut-être. Et Oui, mais c'était pas pour ça que c'était fait. Oui, bien sûr. L'idée que, Bien oui, sûr. il y avait des gens qui croyaient que sans l'Inde, la Grande-Bretagne serait appauvrie. Bien sûr. Ces gens-là, évidemment, ont compris que ce n'était pas le cas. Le coût énorme de l'Empire, Mais l'Inde, pour la plupart payé par les Indiens, évidemment. oui. En Inde, ça a duré un moment avant que les Anglais Oui, se disent. oui, mais c'était une renonciation volontaire, Oui, c'est sûr. Ah. C'est sûr. pas du tout Non, mais c'est vrai. contraint. Alors, s'il te plaît, C'est assez rare. Hein, On- je sais. C'est ce qui était votre argument principal, et je sais bien. L'Empire d'Autriche-Hongrie, C'est effondré. Et la France a ça jamais, tombait. et la France a jamais voulu lâcher. Jusqu'au dernier moment. Il y a bien Ça, on peut discuter, mais ça ne paraît pas. Dans le tête des Français, ils étaient contraints. Ça, c'est- La France-Afrique, ça a duré jusqu'à il y a très peu de temps. Oui, c'est pour ça qu'on pourrait discuter tout le soir. Parce que- Mais je parle des autres empires tsaristes, espagnols Ouais. et portugais. mais T'as- ouais. Là, il y avait guerre, il y avait des pressions. Pour poursuivre là-dessus, peut-être qu'on peut présenter la Première et la Seconde Guerre mondiale comme deux guerres mondiales dont l'enjeu c'était le passage de l'hégémonie britannique à l'hégémonie américaine. Oui, on peut le faire. Moi, je resterais plutôt que c'était en essence, c'était des révolutions bourgeoises, mais ça c'est... 14-18 et 39-45. Oui, en gros. Hein, En gros, l'idée, c'est surtout 39-45, c'est là que ça débouche. Mais 39-45, l'effet l'effet, oui. l'effet Oui. le plus évident, c'est que la puissance britannique est amoindrie et que la puissance américaine est à son sommet, et elle y est encore. Elle est déclinante, mais elle y est. Oui. Mais la décolonisation, y compris de l'Empire britannique, est liée aussi à la révolte des peuples. Parce que nous, par exemple, il y a eu la guerre du Vietnam, juste après la libération de la France. Il y a eu beaucoup de conflits. En Inde, il y avait le grand leader, qui a créé aussi des conditions. Donc ça devenait une obligation. L'Empire britannique a été plus intelligent que les Français. Mais Et il est arrivé à créer les conditions d'une décolonisation, mais en même temps d'installer le Commonwealth. que nous conserver des intérêts économiques. Voilà, que nous les Français, on a Une voulu... partie, mais c'est vrai, parce que par exemple, il y avait 7 pays dans l'Empire qui est devenu totalement indépendant en 1931. À l'époque, à la France, on avait encore des expositions coloniales. Ouais. Donc, et la France, elle a voulu garder ses colonies jusqu'au bout, et en fin de compte, il y a eu des révoltes en Algérie, de partout. Et moi-même, on est d'une génération où, à l'école primaire, moi, le tableau, il y avait l'Afrique orientale française, l'Afrique occidentale. C'était déjà rose. Voilà. Mais donc, on voit, il y a eu aussi le souhait de tous ces peuples de s'émanciper de cette Et puis il y avait tutelle. la présence de l'Union soviétique. Voilà, ça a beaucoup aidé aussi. Ah non, là, je suis d'accord, parce que c'était le fait que la population de l'Inde n'acceptait pas Et des juste colonies
Comme ça, par hasard, enfin, je suis intéressé à ce qui se passe. L'autre jour, je parlais que Napoléon, du républicain, est devenu empereur. Il a voulu aussi envahir. De Robespierre à Hitler. Voilà. Mais j'ai lu, parce que j'avais une vidéo d'Alexandre le Grand, c'était pareil, 3e siècle avant notre ère, tout jeune roi, il a voulu envahir la Perse, l'Inde, etc. Et puis, en fin de compte, il est mort empoisonné. Donc, tous ces volontés d'empire comme Trump, ça finit pas toujours bien, en réalité. Même dans un autre genre de sport, comme l'américain d'aujourd'hui, dont on parle beaucoup. Il est mort dans sa prison par accident. Ouais. Alors je termine en disant que donc, le face-à-face à l'échelle planétaire aujourd'hui, maintenant, c'est, avec toutes les répercussions à l'intérieur de chaque pays, c'est le face-à-face entre les États-Unis et leurs alliés, dont l'un des principaux est Israël, il faut le dire, et les États néofascistes comme l'Argentine. Et puis en face, la Chine, les BRICS et le Sud. Et c'est le contentieux que les jeunes d'aujourd'hui vont vivre, comme nous avons vécu, nous, la guerre d'Algérie, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'elle sera beaucoup plus pacifique et ni plus enthousiasmante. Donc au pouvoir, on a d'un côté aux États-Unis les libertariens, de plus en plus, qui prennent le pouvoir un peu partout, sous l'argument de sauver la civilisation contre les barbares. Ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire le reste du monde non américain, y compris l'Europe cette fois-ci. Il y a un petit changement, un petit progrès, c'est que les Européens commencent à être assimilés à des grands malades, très faibles de constitution et de compétences, à différence des Américains et de leur dynamisme traditionnel. Avec donc légitimité du racisme, je crois que c'est une belle légitimité que donnent les États-Unis à l'ensemble des mouvements néofascistes, le racisme, la politique anti-migrants, qui donne un grand coup de main aussi à tous ceux qui veulent fermer les frontières. C'est un thème quasi unique, d'ailleurs, des néofascistes dans l'ensemble des pays du monde. Masculinisme, virilité, militarisme. Et quand je pense, moi, à l'enrôlement des jeunes dans cette force parallèle à l'armée, moi je pense aux milices que Trump avait fabriquées. Et je serais curieux de savoir comment les dossiers de ces jeunes candidats vont être étudiés et sélectionnés. Je pense qu'il y aura plus de sympathisants du Front National que de militants des jeunesses communistes. Ça m'étonnerait beaucoup que ce soit l'inverse. Les ICE aux États-Unis, c'est des magas. C'est des magas, c'est des trumpistes. C'est sûr, c'est sûr. C'est une milice. Ouais. Et on en fabrique un petit peu partout en ce moment. Et ça peut devenir français aussi. Récupération des richesses systématiques, et notamment le pétrole. Ce qui veut dire deux choses. Non seulement qu'on vole des ressources énergétiques de certains pays, mais de plus on se fout complètement des problèmes de pollution et d'environnement. Et ça aussi, c'est un coup très dur dans le combat qui va s'opposer, parce que là, vraiment, c'est un scandale absolu que malgré l'urgence, les problèmes d'environnement ne soient pas traités, les problèmes de climat ne soient pas traités. Et s'il y avait une cour criminelle à créer, ce serait bien une cour criminelle pour atteinte à l'environnement. C'est plus important même que les cours criminelles pour descendre tel ou tel ministre ou tel chef de banque. Et puis violence contre les ennemis sous toutes les formes, avec cette idée extraordinaire qui se développe, la légitime défense préventive. Aujourd'hui, tous les États qui attaquent, et notamment les États-Unis ou Israël, sont dans un état de légitime défense et ils interviennent préventivement parce que s'ils n'interviennent pas tout de suite, ils seront battus. Donc on a le droit de faire la guerre. C'est la théorie de la guerre juste, inventée par l'Église catholique. Il faut attaquer. C'est juste d'attaquer si on est menacé d'une attaque qu'on va subir demain ou après-demain. À partir de là, toutes les guerres sont possibles et toutes les guerres sont justes. Parce qu'on peut faire comme on veut et on peut toujours dire qu'on est menacé. Il n'y a pas de critères pour l'apprécier. Et donc il y a besoin dans cette société occidentale, aujourd'hui, d'une tension permanente, me semble-t-il. Et le trumpisme, c'est l'avenir. Ça me paraît l'avenir. Il faut que toutes les sociétés soient tendues et mobilisées pour pouvoir faire face. D'ailleurs, on parle de réarmement. Macron a inventé ce mot, le réarmement réinventé, parce que le réarmement moral, ça date des années 60. Mais le réarmement moral, militaire, etc., c'est la tension
il est nécessaire de donner pour faire avoir de l'énergie dans le combat. De surcroît, ça permet de justifier les investissements dans les industries de guerre. Les industries de guerre sont très dynamisantes pour le reste de l'économie. Ça légitime les prélèvements financiers que l'on fait sur les populations. En face, et je termine, la Chine, les BRICS et le Sud. Avec, parmi les BRICS, il faut retenir le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, c'est déjà pas mal. Et globalement, ça représente déjà 51% de la population mondiale. Et les Chinois ne parlent plus de la société internationale, ils parlent de la majorité mondiale. C'est la formule qu'ils emploient, parce que démographiquement, c'est déjà une majorité. Et il n'est plus question de libre concurrence, de liberté des marchés, etc., puisqu'il y a un risque de perte dans cette situation. Et la Chine, les BRICS et le Sud ne peuvent plus bénéficier maintenant ni de la pénétration qu'ils avaient commencé à l'OMC, dans les institutions financières internationales, mais par contre, ils se développent. Leur présence se développe à l'OMS, à l'UNESCO et à l'ONU aussi, qu'ils défendent. Et récemment, il y a quelques semaines, au moment de la bagarre sur les taxes douanières, que les États-Unis voulaient imposer massivement à tout le monde, la Chine, simultanément, a abrogé toute taxe douanière pour 53 pays africains. C'est-à-dire que personne n'en a parlé, il y a eu 10 questions de petites nouvelles, une fois ou deux à la journée, dans une journée, mais on n'en a plus jamais parlé, puisque ça contrastait totalement avec la politique douanière que pratiquaient les Américains et les Occidentaux. Les conséquences sur les partis progressistes. Je crois qu'il y a un socialisme qui se termine, avec l'internationalisme qui a disparu. La dégradation de Cuba, je ne sais pas si vous avez information là-dessus, mais elle est très profonde. Et c'est vraiment un pays en état d'urgence absolue. Et s'il n'intervient pas d'une assistance possible, Cuba n'en a plus pour très longtemps. Le Cuba socialiste du monde. Il y a la Chine qui s'est engagée là. Oui, mais est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils iront jusque-là? C'est à 200 km des côtes américaines. Oui, c'est sûr. Mais ils leur ont envoyé quand même de la nourriture. Ils ont quand même envoyé des tonnes et des tonnes de nourriture. Mais ce n'est pas sa zone d'influence. Hein. Ouais. Ils sont très prudents. Ils jouent un petit jeu délicat. Ils ne veulent pas être en avance. Et je crois que ça fait partie de leur culture politique, des valeurs de leur civilisation. On a le temps. Cuba est candidat. Non, je parle des Chinois. Non, oui, bien sûr. Mais Cuba est candidat au BRICS. Oui, mais ils coûteront plus qu'ils rapporteront. Il faudra encore qu'on puisse y accéder. Ouais. Pour l'Iran, c'est difficile, hein, de plus en plus. On asphyxie et on étrangle. La Corée du Nord s'en est sortie parce qu'elle est restée collée. Elle a deux frontières qui sont faciles, celle de la Chine et celle de la Russie. Donc elle a des difficultés de souveraineté, mais pas de difficultés de survie. Mais le Mexique a quand même apporté du pétrole à Cuba. Oui, Oui, le Mexique peut faire des choses. voilà. Ça, on verra la situation, mais il n'est pas étonnant qu'ils s'asphyxient puisqu'on les étrangle. En général, quand on étrangle quelqu'un, il respire mal. Au niveau international, on n'en parle jamais. Si vous écoutez les médias, jamais ils parlent de difficultés de certains pays qui sont largement dues, non pas seulement aux erreurs de gestion, mais qui sont dues aux embargos et aux blocus. Et comment y échapper? Pour le moment, les rapports de force ne le permettent pas facilement. Alors, moi je pense au Parti progressiste français, pour terminer, en 2 mots. Il en faudrait davantage, bien sûr. C'est vraiment pas le moment d'être dogmatique et sectaire. Parce que alors là, je ne sais pas où on va chercher le moindre ami possible. Si on se réfère exclusivement au marxisme de Marx, au léninisme de Lénine et de l'Union soviétique, etc., on n'aura pas beaucoup de chances d'avancer. Parce que la situation est radicalement différente. Totalement différente. Et elle implique notamment une ouverture aux cultures qu'on ignore totalement, comme notamment toutes les cultures asiatiques, y compris d'ailleurs la culture musulmane, on n'a pas fait le moindre effort pour l'assimiler, le comprendre. Alors que vous savez, entre le Coran
et les évangiles, les différences sont minimes, y compris dans les parties les plus contestables, notamment les femmes ou la violence. Le marxisme, c'est une création continue, du moins moi c'est comme ça que je l'ai appris, à une époque où de temps en temps il y avait des ouvertures. Et pour comprendre les réalités actuelles, nouvelles, il faut connaître les marxistes d'aujourd'hui, ceux qui travaillent théoriquement sur ces questions et qui méritent d'être connus et qui nous permettent de réfléchir. Les révolutions d'hier ne sont pas celles de demain. Et donc il faut tout réapprendre. Et je plains beaucoup les jeunes qui prennent le relais, parce que ça ne va pas être facile. Ce n'était pas non plus facile pour ceux qui nous ont précédés. Et le centre du monde ici, de l'Asie désormais, ou rapidement, il va falloir apprendre à le connaître. Et on n'y connaît absolument rien, et ce n'est pas à l'école, au lycée ou au collège qu'on l'apprend. On est toujours à étudier les mêmes réalités. Et dans la discipline qui s'appelle le droit constitutionnel qu'on enseigne en France, je vais citer les cas typiques qu'on étudie, à part la Ve République, bien entendu. On étudie la Grande-Bretagne, les États-Unis, la Suisse, et je crois que c'est à peu près tout, comme illustration. Donc exclusivement le monde occidental. C'est comme ça dans les facultés de droit, et les IEP c'est autre chose. Je ne suis pas sûr que le parti n'en soit pas un petit peu là, le Parti communiste, ou les partis progressistes, ou les partis sociodémocrates d'aujourd'hui. Ça explique peut-être justement que le réformisme est en train d'emporter sur la pensée critique. La social-démocratie reprend un peu de vigueur, parce que finalement elle voit des portes ouvertes pour revenir au pouvoir ici ou là, puisque personne ne s'y opposera. Si ce n'est peut-être quelques progressistes handicapés. Moi, il me semble que c'est le moment, au contraire, de changer beaucoup de choses. Par exemple, l'autocritique. Parce que l'autocritique, c'est le début d'une réflexion nouvelle. Sans autocritique, je ne vois pas pourquoi on pense à autre chose. On chercherait autre chose, surtout. C'est l'époque de l'éducation. C'est pour ça que nous essayons ici ou là de faire des petites choses pour orienter vers l'éducation, qui nous paraît de plus en plus vitale. Même si ça n'est pas considéré comme la plupart des partis, je me demande par exemple quelle est l'éducation du Parti socialiste. Quelle est la diffusion des pensées dans le Parti socialiste, qui éclate aussi en morceaux. Il y a au moins 3 partis socialistes en France. Je ne sais pas s'il y a plusieurs partis communistes, etc., etc. De toute façon, on va devenir groupusculaire. 3 tendances quand même. Il y a des tendances. On va devenir groupusculaire. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon chemin, à moins de laisser faire les progressistes du reste du monde. Il faut se débarrasser aussi, je crois, de l'économisme, moi qui me paraît vraiment totalement inadapté. Et si j'avais un mot d'ordre politique à proposer, ce serait tout est prioritaire. Et si tout est prioritaire, c'est sacrément fatigant et difficile. Et comme dirait Oscar Wilde, ça prend trop d'après-dîner. Et c'est sûr, ça prend trop d'après-dîner, ça en prendrait trop, du moins pour moi, place à d'autres. Et le tout est prioritaire, c'est exactement le contraire du populisme, qui fait que les partis se voient dicter ce qu'ils doivent dire en tenant compte simplement de ce que disent un certain nombre de gens qui se remuent sur les réseaux sociaux. Ce qui me paraît très inquiétant, notamment qui détruisent, qui met à zéro l'importance des élections. Parce que si les élections, c'est simplement donner la parole à ceux qui pensent de manière la plus basse, et la plus médiocre, et la plus élémentaire, et la plus primitive, c'est pas la peine de leur demander leur avis. Ce n'est pas l'économisme qui sera toujours la base de ceux, tant qu'il y a de la pauvreté et de l'inégalité. Ça, on le sait d'avance. Qu'il faut résoudre des problèmes matériels, non pas en priorité, mais avec le reste, sans l'abandonner et sans l'oublier, comme on le fait souvent dans certains partis. Mais le socialisme, c'était bien davantage, bien autre chose, de beaucoup plus haut. Ce sont des nouveaux rapports humains qui sont possibles que s'il y a un développement de l'égalité et développement des conditions matérielles, mais c'est des rapports humains. Si on s'arrête simplement à fabriquer des HLM, ça ne suffit pas. On s'entretuera quand même entre hommes et femmes à l'intérieur des HLM, comme on s'entretue dans les villas, y compris celles qui pratiquent des activités multiformes.
Ces nouveaux rapports humains, moi j'entends jamais parler. Jamais parler, ou presque. Il faut lire la littérature progressiste, quasi élitiste pour en entendre parler. Et ça ne devrait pas être une question d'élite, c'est une question de tout le monde. Puisque chacun vit plus ou moins mal, ça devrait nous préoccuper. Jamais le moindre problème de morale, d'éthique. L'éthique, c'est pas pour imposer une morale, mais c'est pour faire qu'il y a un problème, pour vivre ensemble, d'avoir un minimum de valeurs communes. Lesquelles? Et on ne sait plus. On ne sait plus du tout. Que ce soit le gosse de 14 ans, que ce soit le policier qui frappe les manifestants, que ce soit les hommes et les femmes entre eux, que ce soit tout ce qu'on veut, on ne sait plus du tout quoi penser. Et penser, c'est important quand même. C'est pas forcément négligeable. Je vois pas beaucoup parler des relations hommes-femmes dans la vie des partis. C'est juste. C'est l'égalité matérielle. C'est ça l'économisme. L'égalité matérielle, c'est fondamental, mais ça ne suffit pas. On va continuer à se battre encore, même si on a le même salaire à la fin du mois. On se battra pour d'autres choses, c'est déjà commencé. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait simplement parce qu'on a le même salaire. Les problèmes d'intoxication, de stupéfiants. Stupéfiants, c'est un terme que j'aime bien parce que ça veut dire on renonce à toute lucidité. Et c'est, à mon avis, c'est beaucoup plus efficace pour un pouvoir que de fabriquer des militants ou des citoyens. J'ai rarement vu un intoxiqué être un militant actif. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, il est calme, sauf quand il est en crise. Le sensei, il reste très calme. Il se repose, il dort. Pourquoi est-ce qu'on voudrait résoudre dans un pays comme le nôtre, ou aux États-Unis, la question du trafic de stupéfiants et du narcotrafic? Pourquoi? Il n'y a aucune raison, aucun intérêt pour personne. Entre militants, on est bien, on est au chaud, on est tranquille. Et au niveau du pouvoir, tout va bien puisque plus personne ne s'oppose à rien. La drogue, c'est le nouvel opium du peuple. Et ça, c'est le vrai maintenant. L'opium du peuple, c'était une belle formule. Je crois qu'aujourd'hui, l'opium se généralise, se démocratise. Que ce soit dans les entreprises, parce que pour les jeunes cadres qui ont besoin de tonus, que ce soit pour les gars qui n'ont pas un rond et qui vont trafiquer pour s'en sortir et pour mieux dormir, tout le monde va en profiter. Le petit jeune de 15 ans qui gagne 10 000 balles par mois et qui nourrit toute sa famille. Qui est-ce qui a intérêt à ce que ça arrête? Personne. J'ai envoyé un petit mot à ce jeune Marseillais qui a perdu ses 2 frères récemment et qui est sur la liste de Payan, en lui disant bon courage, et en disant essaie de ne pas oublier les problèmes non plus du blanchiment. Jamais personne ne parle du blanchiment, c'est pas un hasard, puisque les banques, dans beaucoup d'endroits, notamment les zones d'exonération fiscale, encaissent l'argent du trafic international, parce que plein de petits commerces, y compris à Nice, sont gérés par ceux qui blanchissent de l'argent, de la drogue, etc. etc. Donc il est recyclé par le système et tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y a absolument personne qui a un véritable intérêt aujourd'hui, si ce n'est ceux qui veulent démolir le système, à stopper les trafics, le narcotrafic. Et vous pouvez être sûr que le narcotrafic avec des opérations coup de poing à l'Ariane pendant 24 heures, ça ne sert absolument à rien. Ça mobilise la police, ça coûte très cher, et ça débouche sur absolument rien, aucun changement. Ça dure depuis des années. Ça calme simplement les gens du quartier qui, pendant un moment, peuvent soupirer et souffler. C'est tout. C'est toujours faire plaisir, ça c'est sûr, mais il ferait mieux de le refaire le week-end aux îles de Liévin. Ça serait plus efficace que d'envoyer la police dans un quartier de trafic. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette première séance. Il y a de quoi travailler pour faire avancer les choses. Alors, juste, j'ai 2 choses. Une, par rapport... sur le blanchiment d'argent, par exemple, à l'avenue de la République, il y a une enquête en cours, il y a plein de barbiers, il y a plein de... c'est plus des kebabs, c'est des burgers, machin. Les loyers sont très chers, hein, c'est 1500, 2000, 3000 euros. Et il y a même des petites épiceries qui se montent. Mais là, il y a quand même une enquête qui se fait tranquillement
c'est pour blanchir l'argent de tout le trafic de drogue. Quand vous voyez un point de deal au Moulin, c'est 20 000 € la journée, il y en a tellement que ça fait, et cet argent, donc ils rentrent dans le cadre, ils vont payer la TVA, si c'est des petits commerces, c'est 5%, ils vont déclarer les chiffres d'affaires, et c'est des prête-noms, j'ai appris ça, on leur achète le magasin ou on loue, et il y a tout ce business. Bon, mais ça va faire beaucoup de dégâts. Moi, c'est sur une autre question, c'est ce que tu dis, je partage pleinement, mais il y a quand même une situation économique sur la planète qui s'aggrave, surtout dans le système capitaliste. Parce que quand même, aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a de l'inflation comme ils n'avaient pas. L'histoire des BRICS, 40% des achats de pétrole se font aux BRICS, donc plus en dollars. Donc ça pose des problèmes à l'économie américaine. Il y a, moi je suis content, Nice Matin nous offre Challenge, c'est quand même un journal patronal, mais il y a des choses très intéressantes, ils sont très sur le réalisme, la réalité économique, et y compris politique, et même sur l'attitude de Trump. Donc c'est intéressant. Après je vous donnerai quelques chiffres. Donc il faut voir ce côté économique, la dégradation. Et il faut voir aussi, par exemple, je vais en venir très rapidement, moi je reçois Infogreffe. La situation en France est dramatique. On n'en parle pas. C'est eux qui disent, hein, l'année 2025 se caractérise par une augmentation d'ampleur exceptionnelle des radiations d'entreprise. Sur l'ensemble de l'exercice, 457 000 et quelques entreprises ont été radiées, soit une hausse de 51%, 50 par rapport à 2024. Après, ils parlent qu'il y a aussi des radiations en cours, mais il doit y avoir des décisions du tribunal de commerce, etc. Donc, je parle de la France, dans quelle situation on est? Suppression de plein d'entreprises. On vend des entreprises aux États-Unis, comme cette boîte Capgemini de Sophia Antipolis. Et en plus, on s'aperçoit que leur logiciel sert à cette police mafieuse des États-Unis pour chasser les immigrés. Mais on vend aussi encore, on a peu de sidérurgie, le peu qu'on a, on vend. Macron, c'est le plus grand prédateur, puisqu'il avait vendu Alstom, les moteurs, enfin, toutes les capacités extraordinaires de la France. Au niveau pharmaceutique, hein, c'est le Doliprane, on a vendu aux Américains. Donc vous voyez, donc on va rentrer dans des sociétés de précarisation, et à un moment donné, peut-être, il y a le populisme qui va se développer, l'extrême droite qui va venir, mais à un moment donné, la situation elle va être explosive. Par exemple, là, je fais de la politique locale, mais tu as raison, les candidats de gauche se battent pour les logements sociaux. Il y a même 2000 demandes, c'est bien. Mais moi, dans une réunion avec les patrons, le business, il y avait les représentants de la chambre patronale, du bâtiment, des restaurants, hôtellerie. Ils se plaignent, les patrons, et pas des petites boîtes du département, ils ne peuvent pas embaucher de cadres, pas d'ingénieurs, pas d'architectes, pour une simple raison, c'est qu'ils n'arrivent pas à se loger. Il y a un patron, il a même dit, vous vous rendez compte, un couple qui gagne 4 et 6 000 euros, c'est quand même un bon revenu pour un couple, mais il ne peut pas se loger à Nice. Donc vous voyez un peu la situation même à ce niveau-là qui touche tout le monde. J'en reviens sur le plan international, mais quand on regarde comment ça se passe, il y a beaucoup de pays, bon, tu dis ce que fait la Chine, c'est extraordinaire, ils s'organisent bien, ils ne font pas de bruit, ils ne tapent pas sur la table, mais ils agissent. Et comme je vous ai dit, ce gars qui est venu chez moi, il expliquait qu'ils achètent de partout. Hein, et on voit qu'un Trump, face à Xi Jinping, il ferme sa gueule. Hein, parce que là, négocie les tarifs et ça. Voilà. Parce qu'en plus, les taxes, qui les paye? C'est pas nous. On va vendre moins. Mais c'est les Américains qui vont consommer. Hein, si on met 100% sur le pinard, bon, ceux qui vont prendre du pommard ou quoi, bon, ils ont l'argent pour acheter du vin plus cher. Mais les autres, ils ne pourront pas. Ou s'ils les achètent, je veux dire, il y a ces contradictions du système et on voit comment ils reculent.
par rapport à l'Inde, si vous n'achetez pas le pétrole aux Russes, on va augmenter de 2. Non, si vous achetez du pétrole, on augmente. Puis là, on voit que le Trump il se calme par rapport à l'Inde. Parce que l'Inde continue à acheter. Mais ça y est, elle s'engage à ne plus en acheter à terme. Oui, mais. Ça, à terme. Ouais, on ne sait pas quand. Ouais, mais le danger, c'est que la violence étant devenue éventuellement une règle, tout peut se régler comme ça. ouais. La violence dans l'ordre interne, la violence au plan international. Si on n'a pas peur de massacrer les gens, on ne parle plus des droits de l'homme maintenant. Non. Il y a 10 ans, 15 ans, on parlait que de ça dans les médias. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais. On parle des exemples de violence, mais pas des droits de l'homme. Il n'y a que les Chinois qui parlent des droits de l'homme. Oui, il y a une inversion aussi de la situation dans beaucoup de problèmes. Mais si avec la violence, je règle tout. Si on est le plus puissant, on peut se débarrasser de n'importe qui, à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu dis, il peut y avoir des révoltes. Oui, on est peut-être autant des révoltes, mais pas autant des révolutions. C'est pas la même chose. Là. Ouais, c'est ça. Les révolutions, c'est plus compliqué que les révoltes. Les révoltes, c'est les paysans, c'est les gilets jaunes, il y en a pas. Les médecins, ils en ont marre de travailler comme dans les conditions de travail. Les enseignants aussi. Les taxis parce qu'ils ont des concurrences déloyaux. Les paysans, tout le monde en a marre. Il y a partout des petites jacqueries ici et là comme ça. Je vais donner un exemple. Si ça allait trop loin, on peut toujours les massacrer, c'est pas un problème. J'étais à Tunisie au mois de septembre, chez l'habitant. Il y a des révoltes en permanence, parce que c'est un système dictatorial, mais ça ne fait pas la révolution. Par exemple, ils ont augmenté à Sousse le péage. Ben, si vous y allez, il n'y a plus de péage. Ils ont tout brûlé, ils ont tout cassé. Et même avec les milices du président actuel, etc. C'est un collègue qui a fait il n'a pas osé. Ça ne dérange pas. Ah ouais, il n'a pas osé intervenir. Après, dans le sud de la Tunisie, pareil, il y a des explosions quand il y a des injustices. Donc, la planète elle est en train de bousculer. Il y a sur la question de l'environnement, tu as bien fait d'intervenir là-dessus. La nature n'a pas besoin des humains. Par contre, nous, on a besoin de la nature. Et ils rejettent tout, ils n'en ont rien à faire. Parce que là, il y a l'histoire des bateaux fantômes, etc. Il faut les couler, etc. On est contre la pollution. Là, on s'est aperçu qu'il y a de la pollution qui a été faite, la Moncadis, là. Il y a un moment, on s'est aperçu qu'il y a des oiseaux qui ont du pétrole sur eux. Donc 15 ans, 20 ans après, on voit de la pollution qui émerge. Donc vous voyez un peu les risques qu'il peut y avoir. Et donc même si l'histoire qu'on dit que dans la mer Noire, les Ukrainiens ont coulé les bateaux, j'ai un peu des doutes, parce que j'ai des échos en Bulgarie, il n'y a pas de pollution. Si vous coulez un bateau, à mon avis, la pollution est liée. Donc vous voyez un peu la situation. Voilà, il y a de quoi faire. L'histoire de l'environnement, c'est l'exemple le plus scandaleux de la gestion à court terme. Et le capitalisme gère à court terme par nature, puisque la rentabilité, elle a besoin. Tous les milieux d'affaires disent qu'il faut aller vite. Et la vitesse, d'ailleurs, qui se développe dans tous les axes du comportement humain, c'est la vitesse que le capitalisme impose. On n'est pas obligé de courir, même pour gagner de l'argent. Surtout si on n'a pas le temps d'en profiter, puisqu'on est crevé quand on a couru. Cette réapparition de la violence, il y a des auteurs qui utilisent la notion de techno-féodalisme. Ils disent finalement dans la société d'aujourd'hui, il y a eu un certain nombre de sociétés, d'entreprises qui sont des monopoles mondiaux, et qui finalement font ce qu'ils veulent et qui réduisent d'autres entreprises, y compris des États, à un statut de dominé. Ça rejoint un petit peu l'idée des droits de l'homme dont on ne parle plus, Ça rejoint. et de tout ce qui est moralité, entre guillemets, quoi. En 1871, On s'en fout. Paris, le pouvoir a bien massacré 30 000 personnes d'un coup, en quelques jours, avec la commune. Ouais. C'était rien, ça peut demain recommencer sans problème. En Iran, on en parle. Je ne sais pas quels sont les vrais chiffres, mais n'importe quel pouvoir peut faire ça en 24 heures, en 48 heures. Si on n'a plus de problème de ce genre, on peut régler toutes les questions, que ce soit un pays ou que ce soit une population civile. Bien sûr. Et ce qui me frappe, je fais un grand saut
entre les phénomènes internationaux, mondiaux, etc., globaux, et l'état d'esprit des gens. L'exemple, c'est aujourd'hui, à la télé, à midi, à 1h, ils ont parlé de la prof qui a été agressée. Bon. Interview d'une parent d'élève. Alors, la parent d'élève, elle disait sur un ton presque badin, un ton triste quand même, hein, triste, mais pas de révolte, rien. Or, mon fils a vu sa prof par terre, c'est triste. Voilà. Bon. Interview d'un élève. L'élève dit « Ah, j'ai vu ma prof par terre. » Il dit, mais indépendamment les uns des autres. « J'ai vu ma prof par terre, ça m'a choqué. » Mais il dit ça très, très calmement. « Ça m'a choqué. Je suis triste. » D'habitude, il est beau. Alors, là, je me dis, il y a un problème quand même. Parce que... Et lequel? Lequel, c'est que... Verbaliser lequel? Lequel, c'est que les gens n'ont plus la notion d'un événement qui est Sociétal, scandaleux, et puis- violent, et oui, inacceptable, mais oui. etc. Oui, mais là, c'est une question d'homme à homme. C'est pas. Comment ça? Eh ben, comment ça se fait qu'on ne s'émeut pas de voir une Voilà. femme Comment ça se fait? regarder? Oui, Ben, comment ça se fait? Et aucun gouvernement ne s'intéresse à la question. Hein? On dénonce les effets, jamais on travaille sur les racines. Ben, c'est ça. C'est sûr. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qui fait qu'on ne s'émeut plus? C'est réservé aux sociologues et aux psychologues. Mais, Oh ben non. Non, mais c'est ça qui se non, passe. mais il y a moi, ça me choque, ça. il y a un conditionnement. Regardez déjà les réseaux sociaux. La violence, elle y est. C'est ça. Et les gamins, ils y sont. Pour eux, les jeux vidéo, Oui. hein, ils font la guerre, ils sont là. Regardez, je veux dire, il y a tout ce conditionnement. Et puis on n'arrête pas de parler du fait divers. Maintenant, il y a 3 morts dans un pays au bout du monde. On va en parler, de crimes, etc. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a, mettons, des féminicides. Regardez dans le département, c'est catastrophique. Donc on conditionne les gens et on en arrive à dire, bon, ben c'est normal. Vous prenez l'exemple, je ne sais pas qui c'est qui était à la conférence sur l'islamisme jeudi dernier. Ben, notre conférencière, on l'amène à l'hôtel, elle se fait agresser, Ah bon? jusque dans le rôle, ouais. Et pas pour des raisons politiques. C'est près de la gare, donc on sait qu'il y a, c'est un quartier mal famé, comme le Vieux-Nice, en plein minuit, et avec beaucoup d'agressions. Mais c'est parce qu'il y a plein de SDF. Oui, mais ça n'a Et- rien à voir. Ah non. Non, mais on habitue les gens à la violence. Et à la violence, tout le monde est confronté aujourd'hui. Non. Si, On si. instrumentalise largement. On instrumentalise. Je vous dis, l'autre jour, il y avait un crime, je ne sais plus dans quel pays, il y avait 3 morts, c'était pas un terroriste, mais voilà. Parce que la sécurité, c'est favorable au pouvoir, toujours Voilà. l'insécurité. Le pouvoir a besoin d'être présent, donc il a le droit d'être autoritaire, etc. Moi, ce que je pense, pour revenir à ce que tu dis, là, c'est les réactions des gens. Mon fils a eu peur, c'était triste. Je pense que Ça aurait pu être moi. voilà, C'est important, les ça. gens n'ont pas spontanément une réaction qui prenne en compte la société et le drame dans cette société qui vient de se passer. Et pourquoi c'est comme ça? Voilà. Voilà. Pourquoi Mais la formule, ça aurait pu être moi, mon fils. on ne pense qu'à C'est une soi, qu'à consolation. l'individu. Déjà, c'est pas mon fils déjà. Alors qu'on n'évoque pas les drames de la société, les faiblesses pour en arriver là. Oui, mais c'est l'autocritique, ça. Bah oui.
Autocritique, personne n'aime ça, hein. Ça j'en sais quelque chose. Hein. Je voudrais signaler une initiative là, de la Chine qui fait contrepoint par rapport à tout ce que tu as pu dire sur l'ONU. Le 1er septembre 2025, la Chine elle a publié une initiative pour la gouvernance mondiale. Pour Initiative pour la gouvernance mondiale. Pour la gouvernance. Alors c'est la 4e du genre d'initiative. Les 3 premières c'était pour le développement, je crois, la 2e pour je ne sais plus quoi, et la 3e j'ai oublié aussi. Et là, initiative pour la gouvernance mondiale, et où la Chine plaide de multiples manières dans ce document pour le rehaussement du rôle de l'ONU, pour que l'ONU revienne au centre du jeu en tant qu'organisation internationale de base. Ah, c'est le moment pour l'intégrer. Hein. Et voilà. L'OMS et l'UNESCO ils jouent déjà un rôle très important maintenant, Oui. qu'ils ne jouaient pas avant. Ça peut se passer à l'ONU aussi, puis s'ils mettent les moyens, s'ils y mettent les moyens. Mais l'OMS, les Américains suppriment Ah oui, le ils financement. Ils l'ont quitté. Oui, ils en sont sortis. Ouais. Ils en sont sortis. Et vis-à-vis du comité pour la paix, ils vont sortir ils vont négliger l'ONU complètement. Hein. Ils vont plus payer leurs cotisations. Ah oui, oui, oui. Ils le paient déjà en retard en général. Ouais. Que vont faire les autres pays occidentaux, hors États-Unis? Est-ce qu'ils vont mettre la main à la poche? Est-ce qu'ils vont compenser le rôle? C'est possible. Voilà. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas encore. C'est possible. C'est aussi bien possible que tout le politique de Trump et le mouvement de Trump sera anéanti en l'année qui suit. Oui. Il est déjà le président le moins populaire de tous les temps. Pas depuis 20 ans ou 30 ans, mais de tous les temps. Et l'histoire des dossiers Epstein est bien faite pour discréditer beaucoup de monde. Mais il y a une telle concentration. Pas seulement lui ou son parti, mais toutes les soi-disant élites. Mais il y a une telle concentration du capital que... Ah oui, mais non, mais le plus les gens sont riches, le plus ils sont discrédités. Oui, non, d'accord. Je ne veux pas parler des choses absolument dégoûtantes Bien sûr. qu'on raconte, mais si vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu ce qui s'est révélé. Mais le discrédit... Je vous assure, et c'est une bombe... peut-être à retardement, mais quand même, J'y crois pas beaucoup. les conséquences. Si on a l'argent... Oui, quand pouvoir, l'histoire de la police des frontières des États-Unis, c'est vraiment une catastrophe politique hein, oui. pour Trump. Même, et Trump, il a le don de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas dans l'opinion publique. Non, mais vraiment. Et il change tout le temps, il change d'avis. Déjà. Mais tout s'achète, alors je me demande s'il n'y a pas... Ah oui, oui, mais l'opinion publique ne s'achète pas. On a bien vu ça aux États-Unis, on a vu ça pour Israël. La cause d'Israël est, si j'utilise le mot, est foutue aux États-Unis. Oui. Parce qu'il y avait un consensus là-dessus. Oui. Jusqu'à il y a 3 ans. Oui. Et maintenant, il n'en a pas. C'est un sujet à discuter. La communauté juive, elle n'est pas d'accord avec lui. Oui. On voit bien. Hein. Ça, c'est vrai. Et l'histoire des polices des frontières. Hein. Parce que c'est vrai que Trump avait parlé de déporter 12 millions de personnes qui sont sans papier. Hein. Et ils l'ont parlé avant l'élection. Ce n'était pas comme le candidat Le Grand Nam, dont il avait rien dit avant d'être président. Il ne va pas y arriver. Oui, mais il avait parlé de ça et assez beaucoup. Et les gens avaient voté pour ça, pour lui. Mais c'est bien évident, il ne croyait vraiment pas qu'il allait faire enlever 12 millions de personnes. Non, moi je... Non, mais
Maintenant, il est en train de le faire. Hein, de police des frontières a un quota des arrestations. Ce n'est pas des déportations de 3 000 par jour. Oui, mais il n'y arrive pas. Oui, mais l'opinion publique américaine tourne contre ça. Oui. Ah, ça c'est sûr. Hein. Il y aurait des effets, mais je crois que les conséquences politiques, Oui. à Minnesota, ils parlent de sécession, Oui. de se mettre avec Canada. Ça, c'est Je plus... ne dis pas que ça va arriver, mais le fait qu'ils peuvent en parler, c'est vraiment quelque chose. Ce qu'on peut... Je ne dis pas que je sais où ça va mener, mais ce que je dis, c'est on ne sait pas. C'est peut-être le moment de dire qu'il y a un véritable travail de désinformation sur les USA. Hein. Pas que, hein, mais sur les USA. Les mouvements de protestation aux USA, ils sont permanents. Les États-Unis, certains auteurs disent que le pays est hors de contrôle. Out of control. En Chine aussi. Pardon? En Chine aussi, il y a beaucoup de manifestations. Oui, en Chine aussi. Des grèves, c'est plutôt classique, c'est le mouvement classique. Depuis 2 ans, il vit avec une Chinoise, il a des informations régulières. D'abord, c'est un grand pays, hein, mais il n'y a pas tant de mouvements que ça. Hein, il y a des grèves, mais il y a des grèves classiques. Chez les Ouïghours, alors contrairement, chez les Ouïghours, il y est allé. Hein, bon, peut-être qu'ils sont enfermés, on parle de génocide. Bon. Par contre, où il a eu des problèmes, c'est en Mongolie intérieure, où il y a une communauté musulmane importante, notamment des intégristes musulmans qui ont fait des attentats. Et là, les Chinois, ils sont sans pitié. Impitoyables. Voilà. Mais après, la Chine, mon fils a fait, vous pouvez regarder, il a fait des milliers de kilomètres dans la Chine, hein, puisqu'il est même Pékin, Nice, il est venu avec ce sac à dos, hein, et donc il a vraiment connu, il a beaucoup de relations là-bas. C'est pas tout à fait. Sa copine, elle explique. Son père est artiste chinois, mais en France. Parce que son père, il dit il y a 30 ans, il y avait des SDF de partout. Il y a des gens qui crevaient de faim, etc. Là, ils y vont régulièrement. Cette fille, elle y va souvent, parce qu'il y a sa grand-mère, ses tantes et tout. Elle m'a dit tout le monde mange à sa faim, tout le monde va à l'école. Le problème, c'est que maintenant, le niveau scolaire est tellement élevé qu'ils n'arrivent pas à donner du travail à tous ces jeunes qui sortent des écoles. Bon, moi j'ai une autre question, c'est il y a une contradiction dans le système capitaliste, et j'ai lu aussi dans une revue patronale, les multinationales, je m'entoure, sont inquiets des GAFAM. Pourquoi? Il y a un qui déclarait, mais il dit ils ne respectent rien, ils sont au-dessus des États, ils font ce qu'ils veulent. Les constitutions, tout ça, ils n'en ont rien à foutre. Le techno-féodalisme. Vous prenez Elon Musk, c'est lui qui a le plus de satellites de communication de toute la planète, y compris par rapport aux Chinois, aux Russes, etc. Vous vous rendez compte un peu et là, des multinationales commencent à s'inquiéter de ces gars-là qui sont prêts à tout. Avec ça, qu'il y ait des conflits entre eux, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais il faut quand même voir ce processus. Mais on peut revenir sur la Chine. Hein. C'est vrai qu'il y a une lutte des classes en Chine. Il y a une lutte des classes. Et depuis longtemps. Ça n'a pas Moi, cessé. Bon, je ne peux pas dire que j'y habitais, mais quand même. Mais il y a une lutte des classes. Par exemple, depuis des décennies, des dizaines et des dizaines d'années, la Chine elle a collectionné des luttes farouches des ouvriers pour obtenir des améliorations. Oui. Des milliers ou des dizaines de milliers, quand on est en Chine, tout de suite ça prend des proportions, et milliers ou dizaines de milliers d'ouvriers qui faisaient grève, Oui, bien sûr. mais Il y a beaucoup de grèves. il y a beaucoup de grèves, beaucoup. Ça, c'est vrai. Mais c'est sans syndicat, il n'y a pas de syndicat, ou alors il y a des organisations qui sont simili-syndicales, mais la Chine ne reconnaît pas le syndicalisme. Hein. Les ouvriers trouvent quand même le moyen de s'organiser. Et ce qu'il faut dire, c'est que
et ça c'est une différence par rapport à nos pays à nous, c'est que assez souvent, les pouvoirs publics finissent par prendre fait et cause avec les ouvriers. Alors, ils ne les remercient, on ne va pas dire qu'ils les remercient d'avoir fait grève, on ne peut pas aller jusque-là, mais disons que Il y a quand même une confrontation. Bien sûr. il y a une C'est très bien. confrontation Oui, et le pouvoir c'est finit normal. Bien sûr, c'est finit normal et c'est la très bien. plupart du temps du côté des ouvriers. Oui. Voilà.